Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. C'est vrai qu'on n'est pas très créatif, dans le sens que, il y a environ 30 ans, pour faire une chambre, ça durait 30 minutes et aujourd'hui, ça prend une demi-heure. Dans un hôtel 5 étoiles, si vous ne passez pas par la réception, cela est perçu par le client comme étant un service haut de gamme. Parce que l'hôtellerie, ce n'est que du détail. Et donc lorsque quelqu'un vous dit c'est un détail, non, on est dans le business du détail. Il y a un esthétisme dans le service qui est souvent sous-estimé. Mes chers insiders, bienvenue sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Vous êtes hôtelier et vous cherchez une solution sur mesure pour améliorer l'expérience client, satisfaire vos équipes et optimiser vos opérations? J'ai la solution pour vous. Muse, c'est mon nouveau partenaire. Muse, c'est bien plus qu'un simple PMS. C'est une plateforme nouvelle génération faite par des hôteliers pour des hôteliers. Avec Muse, vous pouvez personnaliser chaque aspect de l'expérience de vos clients, de la réservation au checkout, de la réception au revenu management. Vous pouvez même automatiser les processus fastidieux, libérant ainsi du temps à vos équipes pour offrir un service exceptionnel à vos clients. Muse n'est pas seulement une solution de gestion, c'est un partenaire dédié à la réussite de votre établissement. Que vous gériez un petit hôtel de charme, des appart-hôtels ou une grande chaîne internationale, Muse s'adapte à vos besoins. En plus, bénéficiez de 10% de réduction sur les frais récurrents en disant que vous venez de ma part. Et si le sujet vous passionne, foncez écouter l'épisode que j'ai enregistré pendant l'été avec Mac Abdelkafi, le directeur des ventes de Muse en France. N'attendez plus et faites passer votre hôtel à la vitesse supérieure avec Muse. Il a une solide expérience des métiers de l'hôtellerie-restauration, aussi bien à travers le milieu de l'éducation que celui de l'innovation et de la start-up. Il a même rédigé sur des sujets d'excellence de service. Je suis ravi de le recevoir. Bonjour Stéphane Frankel. Bonjour Maxime, merci beaucoup pour cette invitation sur ce podcast. Toujours un plaisir d'échanger avec des professionnels et des gens qui aiment le métier d'hospitalité et du service en particulier. Merci à toi Stéphane, c'est un épisode international on peut dire, tu nous parles d'où en ce moment? Alors actuellement, je suis à Lausanne, en Suisse, au Ouais. bord du lac Léman, avec une météo, je dirais inhabituelle parce que normalement, à ce temps-ci de l'année, il fait un peu ce qu'on appelle un peu frais, comme on dit en Suisse. Voilà, Et oui, ouais, voilà, tout à fait. Au moment où on enregistre, on est début voilà. octobre. Bon, je ne vais pas parler de Ouais, ouais, météo non, pendant non, 10 minutes, mais c'est vrai que c'est quand même assez voilà. surprenant d'avoir, aussi chaud. On fait un petit coucou et un grand merci à Brice D'accord. Duthion. C'est dans l'épisode avec Brice qu'on a enregistré cet été qu'il te cite comme invité et tu as tout de suite répondu, présent à l'appel. Donc, voilà, ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode avec Brice, je les renvoie vraiment vers le contenu. Ça fera aussi la continuité avec un petit peu ce qu'on va dire, aujourd'hui et salut Brice, merci encore pour cette, belle Voilà. Bah, recommandation. écoutez, bah, je me rejoins à toi sur les salutations de Brice, absolument, qui est lui, du côté de Nice, donc du côté de la Côte d'Azur, voilà. Ouais, tout à fait. Du coup, moi, je te connaissais pas. C'est vrai, il y a quelques semaines, on a eu l'occasion un petit peu d'échanger pour se découvrir. Je pense que ce qui serait intéressant dans un premier temps, avant d'attaquer dans mon sujet qui est l'excellence de service, ce serait peut-être que tu te présentes et que tu nous racontes
finalement qui tu es, quelles sont les grandes étapes de ta vie et aussi pourquoi est-ce qu'on discute aujourd'hui? Mais écoute, volontiers. Donc, brièvement, donc je suis, bon, pour les gens qui nous écoutent, je suis de nationalité britannique, avec un passeport, suédois parce que mes parents, ont beaucoup voyagé également. Oui, Donc, juste pour être assez, je dirais assez bref, donc je suis un ancien de l'école hôtelière de Lausanne, donc j'ai fait mes études à Lausanne et pendant une vingtaine d'années, j'ai été enseignant, professeur et membre de la direction à l'école hôtelière de Lausanne. Dans ce cadre-là, j'ai fait beaucoup de voilà, pas mal de missions, j'ai créé pas mal de choses, extrêmement intéressantes et j'ai aussi, participé dans la création du premier incubateur pour l'hospitalité. J'ai travaillé dans voilà, génial. conférencier, heu, je suis toujours en lien avec des chaînes internationales. Voilà, donc l'hôtellerie, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN et certainement le service. OK. Hem, alors, pas mal de choses quand même que je voudrais creuser un petit Oui, peu là-dedans. Tu dis que tu as travaillé donc avec EHL École Hôtelière Lausanne, donc tu as été à des postes de direction de l'école, donc vraiment côté éducation des étudiants? absolument. Donc, au niveau de l'enseignement, donc, enseignement au niveau des ressources humaines, mais également enseignement, en termes de créativité et de l'incubateur, donc tout ce qui était au niveau start-up. Donc à ce Oui. niveau-là, plusieurs centaines de mandats, et donc d'accompagnement de jeunes et de moins jeunes dans la créativité, puis dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Mmh. Alors il faut absolument que tu me parles de cet incubateur. J'avoue que je le connaissais pas du tout avant qu'on échange. Donc au sein de l'école, il y a un incubateur spécialisé dans les startups autour de l'hôtellerie. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'était une très bonne question. Donc d'abord, en termes de vocabulaire, nous utilisons le vocabulaire l'hospitalité, parce qu'effectivement, Oui, on va dire que le secteur de l'hospitalité est très large. Le pilier principal, bien sûr, c'est l'hôtellerie et la restauration. Mais il y a également tous les secteurs annexes qui sont, par exemple, le transport. Ça peut être également, le médical avec, les hôpitaux, les cliniques. Ça peut également être les bateaux de croisière, le oui. train, la partie retail, les campings et cetera. Donc il y a je dirais de nombreuses, je dirais activités économiques qui sont liées dans le domaine de l'hospitalité. Bien sûr, D'accord. l'hôtellerie et la restauration étant au centre. Et donc, ce que l'on essaie toujours de faire, c'est que, bien sûr, en se focalisant sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, nous arrivons à transférer les compétences dans d'autres types de secteurs. Donc, dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, la partie de l'accueil, au niveau du transport, que ce soit aérien, ferroviaire, etc. On vient rechercher des compétences spécifiques sur l'expérience client dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà. Mmh, ouais. Je crois que toi et moi, on a fait le même constat qu'en effet, dans les métiers de l'accueil ou de l'hospitalité, comme tu le dis, finalement, ce sont les mêmes qualités qui sont, nécessaires et par conséquent transférables aussi de un petit peu d'une industrie, d'un domaine à l'autre. Alors tout à fait, c'est tout à fait exact, tout en sachant que 80 je dirais, de la valeur ajoutée économique mondiale est quand même liée au domaine des services. Donc cette partie Oui. service est quand même, disons, au centre et puis après il suffit simplement de créer les ponts et de, si vous voulez, de développer et de mettre en sorte que, ces compétences ou ces skills, soient Mmh. transférables dans des secteurs qui sont bien sûr liés au domaine du service, en termes de valeur ajoutée, Ouais, tout à fait. très clair. Tu as des, exemples de startups un petit peu connues qui ont été, incubées à EHL? Peut-être que ça parlera peut-être, un peu à mon audience? Alors en termes de start-up, alors il y a, je dirais plusieurs activités. D'abord, il faut pas oublier qu'en termes de start-up, la partie digitale ou la partie technique est quelque chose qui est aujourd'hui est très favorisé par les jeunes et les moins jeunes en termes de propositions de valeur. Et une de ces propositions de valeur sur lequel, j'ai eu le plaisir de travailler était une start-up qui avait pour nom, House Trip, donc c'est-à-dire house, la maison, trip, le voyage, House Trip, Mmh. et dont le modèle
était un tout petit peu ce qu'on pourrait appeler du Airbnb ou plutôt voilà du Trivago. Oui. Bref, donc ce qui est assez intéressant, c'est l'évolution de cette start-up. Et peut-être juste un petit mot là-dessus. Donc, nous étions il y a environ une quinzaine d'années, et l'idée principale de la start-up, ou disons du modèle économique, c'était de proposer des lieux de vacances, appartements, maisons ou que sais-je, à un prix qui était donné et sur lequel les internautes pouvaient donner, comment on pourrait dire ça? Les internautes Négocier. pouvaient négocier un prix Hmm. en utilisant le modèle eBay. Donc voilà, donc Ah par oui, je exemple, vois. voilà, Faire un système de aux enchères. alors un système de mise en chair, tout à fait, voilà. Le modèle économique lui-même a évolué, donc avec les étudiants, on a travaillé dessus. Ça a eu un certain succès, mais c'était pas folichon. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement changé le modèle économique, ce qui est assez intéressant en termes de start-up. Et donc, si vous voulez, euh, le projet a eu ce qu'on appelle du financement de départ qui était autour de 10 000 euros. Donc, ce qui nous a permis finalement de développer. Et à la fin, la startup a été vendue, c'est toujours un tout petit peu l'histoire de la success story, à 60 Oui. millions. Donc voilà, on est passé de 10 Ah 000 oui, quand francs à même. 60 millions. Donc c'était racheté par Trivago, etc., puis par un fonds d'investissement américain. Et donc, souvent, je dirais que dans les parties des startups, on essaie toujours de créer, d'inventer quelque chose avec une idée de stratégie de sortie, voilà, pour pouvoir effectivement, je dirais, bénéficier d'un cash in qui est quand même assez conséquent. Alors là, c'était vraiment une success story. Mais pour toute success story, il y a, je dirais, une success story sur environ 20 ou Ouais. 30 startups sur lesquelles on essaie de travailler. C'est bien Donc de le rappeler, oui. voilà, c'est bien de le rappeler. Voilà, ça c'est certain. Donc, je dirais en termes de succès, c'est vrai qu'on a fait des choses, je dirais intéressantes dans le monde, dans le domaine digital aussi, que ce soit dans la domotique ou dans la domotique, que ce soit en termes de nos concepts de restaurants, concepts d'hôtels, etc. Voilà, donc c'est toujours, je dirais en termes d'incubateur, c'est d'arriver avec une idée et de pouvoir, je dirais, l'accompagner jusqu'à son développement et jusqu'à sa création. Donc on est un tout petit Mmh. peu, je dirais, comme un papillon qui, dès le départ, est une cristalline et qui se transforme dans un papillon. Dès le départ, c'est pas très joli, voilà, on investit, voilà, on sait pas très bien ce que c'est, et puis finalement, on essaie que Oui. ça soit, pour donner un peu l'image, voilà, de quelque chose qui soit, voilà, qui soit assez sympa. C'est une belle image et puis il faut être très clair, hein, l'environnement de la startup, c'est aussi beaucoup comme ça. D'ailleurs, généralement, quand on investit, il y a on perd plusieurs investissements et on espère qu'il y en ait un sur les quelques dizaines d'investissements qui fonctionnent mieux que les autres. Mais en effet et après l'idée, c'est en injectant aussi de l'argent et des compétences, peut-être de structurer l'entreprise pour qu'elle devienne un beau papillon, pour reprendre tes termes. Oui, alors justement sur cette idée-là je dirais de l'incubateur et de la start-up, mais plus, je dirais, au niveau de l'incubateur, ce qui est intéressant, à partager sur la partie incubateur, c'est la partie créativité. Parce qu'il faut pas oublier que si je regarde, par exemple, le métier de l'hôtellerie ou le métier de la restauration, mais plutôt le métier de l'hôtellerie, c'est vrai qu'on n'est pas très créatif. Oui. Dans le sens que, il y a environ 30 ans, pour faire une chambre, ça durait 30 minutes. Et aujourd'hui, ça prend une demi-heure. Donc finalement, les changements, ils sont pas drastiques à part le changement de vocabulaire. Et donc, ce qui est assez intéressant également à observer et à apprendre, c'est que on va dire, les groupes hôteliers ou les hôtels n'ont pas à leur sein une activité de recherche et développement. Enfin, moi, j'en connais pas. Donc, une Mmh. activité R&D, recherche et C'est assez développement, rare, hein, en effet, dans les groupes hôteliers. Moi, j'en connais un ou 2 des petits groupes, mais avec des gros moyens qui le font. voilà. Mais c'est en effet très, très rare. Ils sont assez peu innovants, Effectivement. Donc, souvent. voilà. Donc, Mmh. il y a très peu de recherche et développement en ce qui concerne, on va dire, l'hôtellerie. Oui. Donc, le lien, ou je dirais l'approche vers les écoles, vers les universités, est tout à fait naturel parce qu'on va aller rechercher dans les écoles, dans le milieu académique, finalement, des idées. Et donc,
dans mon expérience et puis dans le développement de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les écoles ou les académies, les universités, etc., deviennent un peu, je dirais, le R&D des hôtels. Mmh. Donc en termes de recherche, qui est un tout petit peu différent de la restauration, parce que la restauration est très, je dirais, suscite beaucoup d'innovation. Si je regarde par exemple une cuisine aujourd'hui, l'innovation dans les méthodes de cuisson, dans les méthodes de régénération des aliments, etc. Donc il y a beaucoup plus de technicité et de technologie dans la restauration aujourd'hui qu'il y en a D'accord. dans l'hôtellerie aujourd'hui. Donc Ouais, je vois ce que tu veux dire. ce sont deux secteurs qui sont différents. Et donc, ce qui est aussi intéressant, pour revenir sur la partie incubateur et niveau start-up, c'est vrai que l'hôtellerie a besoin aujourd'hui de créativité et d'innovation, en sachant que c'est aussi un domaine qui est ce que l'on appelle en anglais très brick and mortar, c'est-à-dire c'est un domaine qui est très lié sur l'immobilier, hein, donc c'est-à-dire sur le construit, ce qui n'est pas le Oui. cas de la restauration, qui est plutôt sur les concepts et où la technologie, etc., est également omniprésente là-dessus. Donc, ce sont quand même deux secteurs qui sont cousins, mais qui fonctionnent de façon tout à fait différente. Avec d'autres secteurs, qui sont le transport et autres, ce que je disais tout à l'heure, qui sont aussi, je dirais, avides de créativité, d'innovation et d'idées nouvelles. Mmh, Voilà. ouais et le challenge est du coup d'autant plus grand, je trouve, qu'il y a d'autres, industries qui dépendent, de l'hôtellerie. Tu parles du transport typiquement. En effet, j'en ai souvent parlé sur ce podcast. Penser que l'hôtelier arrive à l'hôtel sans passer par, enfin sans considérer le voyage en avion, en train, en voiture ou peu importe comment il arrive, c'est un petit peu oublier une partie essentielle et d'un point de vue expérience et d'un point de vue émissions carbone, parce que c'est aussi un sujet que j'ai pu aborder Oui, sur ce tout podcast et à donc c'est fait. important, je trouve, Ouais, de réfléchir dans la globalité tout à et fait. pourquoi pas de proposer des solutions qui puissent être, Oui, 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 transposables. oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Bon, j'ai pas mal d'exemples Aujour là-dessus, hein. Oui, Génial oui. et aujourd'hui tu travailles encore avec, cet incubateur? Alors aujourd'hui, je ne travaille plus directement avec l'incubateur de l'école hôtelière. Par contre, je suis en lien direct avec d'autres types d'incubateurs et d'autres types de structures innovantes sur lesquelles on réfléchit constamment sur des solutions très pratiques sur l'innovation et la créativité pour les domaines de l'hospitalité. Absolument. Voilà. Que ce Mmh. soit des Génial. universités ou que ce soit, je dirais des pôles qui existent aujourd'hui en Suisse ou à l'étranger sur ce phénomène-là. Voilà. Ou Très bien. avec des enseignants Écoute aussi, hein, des pédagogues, des enseignants qui travaillent aussi, je dirais directement, avec leurs étudiants. Heu, Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait au menu du jour. Voilà. mmh, ouais, c'est très intéressant. Écoute, pour avancer un petit peu, je trouve que le sujet est passionnant, mais ce que je te propose à la limite, c'est qu'une autre fois on parle pure, Oui, sans innovation, problème. Oui, oui. incubateur et justement des sujets de développement durable, sur le tourisme de manière générale, assez largement. Si dans mes auditeurs, il y en a qui sont intéressés, qui m'écrivent et on pourra organiser ça. Moi, je voudrais tout doucement nous ramener vers nos sujets que sont l'excellence de service et le luxe. Déjà avec cette question, je crois que tu as écrit un ou plusieurs livres. Alors honte à moi, je ne les ai pas lus, en tout cas pas encore, mais je te promets de m'y mettre. Est-ce que tu pourrais, nous en parler, s'il te plaît? Alors, est-ce que ta question est plutôt sur le luxe ou la question est plutôt sur l'évolution de l'hôtellerie et du luxe? Plutôt sur l'évolution de l'hôtellerie et du luxe. OK. Alors, alors pour les auditeurs, toujours un tout petit peu pour structurer, je dirais, peut-être le débat ou s'il y a des pédagogues ou des enseignants qui nous écoutent et qui veulent, utiliser le sujet pour des discussions en classe ou autres. J'ai, un mot mémotechnique qui s'appelle complexity. Alors c'est assez facile, hein, complexity, donc on peut le diviser en 3 parties. D'abord, avant d'arriver sur le domaine du luxe, il faut savoir qu'une grosse partie de l'hôtellerie, si je regarde, la première partie du mot, complexity ou complexité, COM, on est sur ce que l'on appelle la commodité. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de l'hôtellerie aujourd'hui qui sont des produits de commodité. C'est-à-dire des produits de base, de type 1, 2, voire 3 étoiles, de marques nationales, internationales ou privées, qui sont plutôt des produits pour le consommateur parce qu'il a tout simplement besoin d'être logé et donc c'est plutôt le côté pratique. Donc c'est un produit de commodité. D'accord? Donc ça, c'est
cette première partie, commodité. Il y a aussi une partie de luxe qu'on peut s'y trouver dans cette partie de commodité, d'accord? Mmh. Est-ce que Oui, l'expression commodité, c'est non, on clair pour comprend? moi. Clair pour moi. Ensuite, la deuxième partie, c'est PL, c'est pleasure ou plaisir. C'est des produits qui sont de destination de vacances, plaisir, resort, enfin voilà, donc une offre hôtelière qui est plutôt liée sur, je dirais, le loisir. Ça, c'est une deuxième partie. Et puis, il y a la troisième partie qui est intéressante, sur laquelle on peut discuter, c'est la partie expérience. Donc, c'est-à-dire une hôtellerie qui est basée sur des faits ou disons sur une offre un tout petit peu plus complexe, mais qui répond à des critères bien spécifiques qui sont plutôt dans le domaine du luxe, effectivement, donc d'où la question. Et ça, c'est la troisième partie. Alors, c'est un pan de l'économie, certainement, parce qu'on est toujours attiré par cette partie-là pour une raison X, mais il faut savoir que sur 100%, la partie commodité représente quand même 60 ou voire 65% du portefeuille mondial de l'hôtellerie. Ensuite, on a cette partie plaisir, leisure, loisirs et autres qui représente 20 ou 25%. Et puis, on a les 10-15% restants qui sont les hôtels, on va dire, de type 5 étoiles ou palace, et qui Oui. sont Tu parles en nombre d'hôtels ou en recettes? Alors, je parle en termes de pourcentage. En pourcentage sur un portefeuille mondial. Donc, on va dire sur 100 hôtels qui existent Oui, donc aujourd'hui, en nombre en d'hôtels. nombre d'hôtels, environ 60-65%, c'est plutôt des hôtels dits de commodité. Et donc, on est plutôt sur les 10-15% en ce qui concerne, je dirais, une hôtellerie de luxe 5 étoiles, voire palace. Voilà. Donc, c'est quand même, disons, un marché niche. Mais c'est intéressant d'y réfléchir parce que de toute façon, que ce soit un hôtel 2 étoiles, un hôtel 5 étoiles, il y a toujours une notion de luxe qui existe quelque part dans chacune de ce type d'hôtellerie, à des niveaux qui sont tout à fait différents. Voilà. Mmh, c'est amusant parce que alors je j'ai plus exactement le pourcentage en tête, mais en termes de recettes, donc c'est-à-dire les dépenses qui sont faites dans les hôtels, pour le coup, le 5 étoiles, qui évidemment le prix moyen étant beaucoup plus élevé, représente un pourcentage énorme, du marché de l'hôtellerie. Ce serait intéressant de comparer, tu vois, en nombre d'hôtels d'un côté, là tu parles de Oui, oui, 10-15% tout de à 5 fait. Oui, étoiles oui, tout à et de fait. l'autre côté, les recettes parce qu'au final, l'impact touristique, il est pas tant sur le nombre d'hôtels que sur les recettes qui sont dépensées dans ces mêmes hôtels par les voyageurs. Alors, c'est tout à fait correct. Alors, c'est toujours un peu, c'est comme la loi de Pareto, c'est les 80-20, Oui, c'est-à-dire, hein, c'est ça. voilà, on a 20% des hôtels qui font 80% du chiffre d'affaires, etc. C'est certain. Mais là, ta question est souvent et certainement liée sur le revenu, moins sur la profitabilité. C'est également, Mmh. voilà. Donc, il faut pas confondre. Autre sujet Voilà. en C'est effet, ouais. effectivement un autre sujet. Mais si je prends par exemple un hôtel de Las Vegas où c'est un 5 étoiles, il y a des unités hôtelières, c'est 4000 enfin 4000 chambres. Donc Oui, si je prends voilà 4000 chambres, c'est le nombre de chambres, je sais pas, c'est un hôtel à Las Vegas, le nombre de chambres est presque égal ou supérieur au nombre d'hôtels qu'il y a dans une ville moyenne, voire supérieur en France. Donc absolument. voilà, donc c'est voilà, comparaison n'est pas raison, mais le luxe effectivement est un secteur qui est intéressant, qui attire, mais qui a ses propres, qui a son propre système. Disons, c'est voilà, ses propres codes, tout à fait. Dans un de tes livres notamment, je crois que tu parles alors là, on est vraiment purement dans le service cette fois-ci, Oui, de moments de vérité. C'est quelque chose qu'on a eu dans une précédente conversation, oui, toi et moi. Je voudrais vraiment qu'on rentre dans les détails de ce que moi je nomme l'excellence de service et que toi tu me parles de tes moments de vérité, oui, en nous expliquant peut-être ce que c'est. oui. Alors, ce que tu fais, Maxime, tu sais, ce que tu fais, tu transformes ces moments en ce que toi tu appelles des moments signatures. Oui, moi j'appelle ça des signatures de Voilà, service des dans mon signatures de dans mon service. jargon. Voilà, dans ton jargon, signature de service. Ce qui est très bien. Mais dans ta méthodologie, avant de créer ce que tu appelles ta signature de service, tu dois identifier quel est ce moment sur lequel tu vas transformer cette signature. Oui, Juste? Donc tu dois la oui, sélectionner. Parce que l'idée, ce que tu fais, c'est que tu transformes et tu donnes une signature, tu donnes une identité avec tout un processus sur un moment.
bien précis d'une interaction avec le client. Mais en amont, il faut identifier quels sont ces moments sur lesquels tu vas y mettre une signature. Sinon, Oui. tu auras une séquence de signatures, voilà, voilà. Donc tu dois faire un choix et ce choix dépend de ce que l'on appelle le moment de vérité et donc ce moment de vérité est un moment où, selon toi, en tant qu'expert, tu vas identifier que ce moment est important parce que ce moment apporte de la valeur et pour le client et pour l'hôtel, dans une approche de valeur ajoutée. Dans le circuit, si tu veux, lorsque le client quitte sa maison, même voire en amont, jusqu'à ce qu'il arrive à l'hôtel. Donc, faisons un tout petit peu l'exercice ensemble, Oui. vite fait. Comment identifier ce moment de vérité? Aujourd'hui, avec le monde digital dans lequel nous sommes, est-ce que le moment de vérité, c'est le moment où je vais cliquer sur le lien d'un hôtel ou d'une destination que je vais choisir? Donc, je souhaite aller à Bordeaux, Mmh. dans un hôtel où, disons, voilà, il y a un lieu destination. Est-ce que ce moment de vérité, c'est le moment où je clique et que finalement je suis en interaction avec le site? Donc on peut Ouais. le digitaliser, je peux l'animer, je peux avoir, une espèce de système, automatique qui va me poser des questions et cetera. Est-ce que ça, c'est un moment de vérité ou pas? Et est-ce que Mmh. ce moment doit devenir une signature? Ou est-ce que ce moment de vérité, dans ton métier, est-ce qu'il est plutôt, à un moment donné, fixé lorsque physiquement le client entre physiquement dans l'hôtel? Donc le client Mmh. aujourd'hui dans son parcours commence à la maison, sur son téléphone portable et de toute Oui, façon, il se finira sur son téléphone portable lorsqu'on va lui envoyer une petite note de remerciement, voire une espèce de c'est feedback ça. pour savoir comment Avec un c'était formulaire ou avec un un formulaire une si incitation à nécessaire et partager cetera. son Voilà, retour, voilà. bien sûr. Donc il faut essayer d'identifier quel est ce moment de vérité. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce moment-là où l'hôtelier ou l'entrepreneur, parce que qui dit hôtelier dit entrepreneur, doit se focaliser et créer de la valeur ajoutée en disant: «Ça, je peux y mettre des ressources, ça vaut la peine» ou non, ou c'est plutôt ce moment-là qui va valider et confirmer le fait que le client a fait un bon choix et donc je vais effectivement investir du temps et des ressources par rapport à ce moment-là. Ça, c'est le fameux moment de vérité. Donc quel est ce fameux D'accord. moment de vérité Mmh. à trouver? Et donc dans ton expertise, ce qui est assez intéressant d'ailleurs en termes de MOF, et ça je fais juste une petite parenthèse, c'est que il faut pas oublier que lorsque l'on devient MOF, c'est basé sur un processus. Donc il y a une Oui, application. Tu es d'accord avec moi, non? C'est basé sur un. absolument. Ce n'est pas parce que A est meilleur que B, c'est simplement que A a appliqué un processus selon une nomenclature qui est bien définie Oui, par les pairs et qu'il a réussi sur 10 sur 10. On est d'accord là-dessus? tout à fait, Voilà, oui, donc c'est basé absolument. sur un processus. Donc c'est exactement la même chose. Donc dans ton métier qui est extraordinaire, c'est que finalement, de pouvoir transposer ce processus et d'identifier que ce moment est important et que ça va en devenir un moment de signature, va aider l'hôtelier d'abord, un, à se focaliser sur ce moment-là qui va lui rajouter de la valeur, parce que c'est vraiment un moment important, et donc il est dans la création de valeur, et c'est là, à un moment donné, qu'il va pouvoir, je dirais, monétiser finalement son travail. Donc Mmh. le moment de vérité, il peut changer, voilà, il est pas toujours, on dirait, obvi. Alors je donne un exemple, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées, des fois un peu préconçues. Selon une petite étude que j'avais faite il y a quelques années, souvent, on va dire entre un hôtel 5 étoiles et un hôtel de type, 2 étoiles, la question c'était: «Est-ce que le client passe plus de temps à la réception lors du check-in dans un 5 étoiles ou dans un 2 étoiles?» Oui, Et la réponse, c'est dans un hôtel 5 étoiles, si vous ne passez pas par la réception, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de check-in et que vous allez directement dans votre chambre, cela est perçu par le client comme étant un service haut de gamme. C'est quand même curieux parce qu'on se dit: «Ah mais je peux peut-être penser que je dois passer plus de temps, lui demander plein oui, oui, c'est d'informations et étonnant en cetera et effet. cetera». Donc si le client va tout de suite dans sa chambre, c'est vu comme étant, voilà un service haut de gamme.
D'accord. Contrairement à un hôtel 2 étoiles, où là, le réceptionniste va passer plus de temps à lui expliquer, le maniement des clés, où se trouve le parking, piscine, ou disons où sont les différents types de services et cetera. Donc il va passer un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que dans la partie service, et c'est ce que tu fais également dans ton métier, c'est que l'homme, ou en général avec un grand H, est un peu comme un animal. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans un hôtel dit 5 étoiles, on rentre un peu, je dirais dans une bulle qui est tout à fait différente, et donc le client, tout de suite, il veut rentrer dans sa grotte. La grotte, c'est sa chambre, Mmh. et donc une fois qu'il est dans sa grotte, dans sa chambre, il ferme la porte et il souhaite avoir presque tout sous la main. Donc il veut manger, le room service, il veut, je sais pas, pouvoir repasser, enfin bref, et cetera. Il veut être absolument autonome, il ferme la porte, il dit: «Voilà, maintenant je suis dans ma grotte, le monde extérieur, il est loin, je suis protégé, je suis dans ma bulle et je veux surtout pas, y sortir, quoi que ce soit». D'où l'idée même, si je peux avoir un spa dans ma chambre, c'est extraordinaire. Si je Et peux oui. avoir, mon restaurant dans ma chambre, c'est Mmh, extraordinaire. room service, Si je peux absolument. avoir tous les services possibles, imaginables dans ma chambre, c'est extraordinaire parce que je suis dans ma grotte et donc finalement, je suis l'homme le plus heureux et donc finalement, j'ai la perception d'un super service. Versus un hôtel qui est plutôt commodité, où le client va descendre dans les espaces publics, il va trouver son restaurant, il va avoir un spa, il va rencontrer des gens. Si c'est quelqu'un qui est fanat d'internet, il va se retrouver un petit endroit, voilà, où il peut avoir accès sur internet et puis travailler, etc. Donc on est dans des environnements qui sont tout à fait différents. Et donc il y a la sociologie du client qui doit être aussi prise en compte dans cette observation de ce moment de vérité. Mmh. Alors, j'ai des tas d'exemples, hein, qui sont des détails, mais qui peuvent illustrer simplement Oui, mais je voilà, veux bien une ou 2 voilà, illustrations et c'est une ou toujours plus 2 visuel. illustrations, voilà, qui est très alors, premier exemple, alors je cherche toujours un peu des exemples qui marquent. Premier exemple, c'est, un hôtel 5 étoiles, on est à Paris. Cet hôtel a le nom d'un roi d'Angleterre, sans le nommer, et donc on restera, voilà, on restera assez, D'accord, voilà, on va c'est essayer, clair. voilà, les gens essaient de trouver un peu, On fait travailler votre voilà, culture hôtelière, voilà, parisienne. on fait travailler un peu la culture parisienne, voilà, Voilà. effectivement. Et il est localisé avenue Georges V. Ah Voilà, voilà, comme voilà, ça. comme par hasard, voilà, voilà. Alors, en termes d'observation, c'est un détail sur lequel on avait travaillé, c'est que, heu, le moment où le client ferme la porte de sa chambre, il ne pouvait y avoir aucun bruit. Et pour une raison X, une des personnes en charge du housekeeping avait remarqué que cette porte faisait un bruit, voilà, qui était au-dessus, voilà, de la norme. Mmh. Et ce moment de vérité était très important pour le client parce que le client, lui, tout ce qu'il souhaitait avoir, il était dans sa grotte, il était dans cette chambre-là, et donc c'était le silence. C'est-à-dire le silence, aucun bruit, même s'il était dans une grande capitale, eh bien, le moindre bruit faisait ou le rappelait que finalement le monde urbain existait. Et donc cet hôtel avait décidé absolument de faire en sorte qu'il y avait zéro bruit. Oui. Et donc le bruit de la fermeture de la porte avait autant d'importance qu'une marque allemande automobile qui fait des efforts également sur la façon dont la porte se ferme au niveau de Mmh. l'automobile. Voilà. Ouais. Donc, c'est un détail, mais ça, c'est un moment de vérité qui n'est peut-être pas tout de suite remarqué par le client, mais qui fait partie de son expérience, on va dire, parce que vous avez l'expérience olfactive, mais vous avez aussi l'expérience, voilà, des coups, du bruit, etc. Donc Oui. ça, c'est un moment, voilà, ça c'est un exemple typique finalement de ce qu'on peut faire, sur lequel on peut être Mmh. sensible sur certains détails. Voilà. On est dans du luxe expérientiel, là, complètement dans ce que tu me racontes. Alors on est dans le luxe expérientiel, on est dans le détail, parce que l'hôtellerie, ce n'est que du détail. Et donc lorsque quelqu'un vous dit: Absolument. «C'est un détail», non, on est dans le business du détail. Voilà. Le Mmh. détail, c'est notre quotidien. Voilà, C'est vrai. absolument. Non, je bois tes paroles depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est une masterclass, c'est assez amusant parce que tu le dis avec ta Non, non, lecture,
de quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui l'a mis sur papier et moi, en effet, c'est quelque chose que je transpose dans les entreprises à travers ce que tu décris comme un peu mon analyse. On n'a pas forcément les mêmes verbatim. Toi, tu parles de moments de vérité. En effet, moi, j'appelle ça Oui, oui, des points de oui, contact et des moments de différenciation, là où on va créer ensuite des signatures de service. oui, Mais en effet, on est d'accord qu'on oui. on dit la même chose. En tout cas, c'est intéressant de le réfléchir et de comprendre, de manière très globale aussi, comment est-ce que justement tous ces détails et toutes ces réflexions-là, qui ne sont pas des détails à notre niveau, peuvent avoir un impact sur l'expérience générale que va vivre notre client tout au long de son parcours. Oui, et en plus aussi, Maxime, ce que tu fais aussi, c'est que tu développes, si je peux me permettre, tu développes aussi une lecture du client qui est un tout petit peu différente, de par tes Mmh. interventions, de par tes interactions avec différentes personnes. Donc je te donne également une autre image. L'autre image, c'est, heu, que chaque client, dans n'importe quel type, d'hôtel ou de restaurant ou que sais-je, vient avec ce que j'appelle un sac à dos. Mais c'est un sac à Oui. dos qui est invisible. On le voit pas ce sac à dos. Et qu'est-ce qu'il y Mmh. a dans ce sac à dos? Il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a sa culture. Quelle est la culture du client? Et ça, voilà. Quelle est son éducation? Quels sont ses je dirais, quels sont les rituels dans lesquels il a l'habitude de naviguer? Quels sont ses besoins? Alors il y a aussi les besoins explicites et les besoins implicites. Donc ton métier et les métiers de service sont des métiers extraordinaires qui demandent c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et c'est intéressant, parce que effectivement, un Français sera différent d'un Américain, d'un Anglais, d'un Japonais ou que sais-je. Et donc cette partie Ouais. culture, besoins, rituels, éducation, et cetera, sont des éléments Mmh. qui sont, intrinsèquement liés, je dirais, à la personnalité du client et la lecture de ce client-là, en 2, 3 secondes, demande des compétences et une empathie et une bienveillance et une écoute du client qui se développe au fil du temps et qui demande des compétences spécifiques. Donc c'est pas simplement cette partie, je dirais de service. Et ça, c'est quelque chose qui se développe. Et il y a aussi un autre point, si tu le permets, sur la partie, on va dire service, même en termes de restauration. Et souvent, c'est une partie que l'on sous-estime. Ouais. Il y a Complètement. un esthétisme dans le Mmh. service qui est Ouais. souvent, je dirais, sous-estimé. Parce que dans un restaurant ou à une réception ou, au niveau de l'accueil, il y a un body language, il y a une façon d'être, il y a un esthétisme du service qui fait que, certaines, écoles ou autres vont, pouvoir peaufiner cela, comme un sportif finalement. Et donc cet esthétisme, je dis bien, cet esthétisme du service, je trouve c'est quelque chose de pour moi d'extraordinaire et de pouvoir regarder. Et donc il faut, voilà, dans cette signature de service, donc il y a la signature du service, mais il y a aussi la façon dont le service sera, je dirais, exécuté. Tout à fait. Et donc, dans cette exécution du service, et dans cet esthétisme, parce qu'il y a un esthétisme de la façon de faire, je trouve ça extraordinaire à observer, à peaufiner, à développer, à nourrir, ouais, etc. Et donc ça, je trouve que tu as, un métier qui, voilà, qui a encore beaucoup de, voilà, il y a encore beaucoup de champs à développer et à travailler là-dessus. Tu vois, moi, dans ce que tu dis, c'est évidemment c'est passionnant et je bois littéralement tes paroles parce que bah, tu donnes des mots-clés. En effet, je pense que, et d'ailleurs, c'était complètement l'épreuve du MOF d'être capable de capter ça. Mais je trouve que dans nos métiers, il y a quelque chose qui est complètement sous-estimé, qui est cette capacité en quelques secondes, à travers notre empathie, notre sincérité, notre bienveillance, qui sont des vraies qualités qui qu'on a de manière, innée ou pas et ensuite qu'on développe avec le temps. Et on a cette capacité en quelques secondes, tu le disais tout à l'heure, à capter un client dès le moment où il entre dans un hôtel et ça,
c'est vraiment très, très fin parce que c'est ça qui permet ensuite de dérouler finalement, nos signatures de service, de dérouler notre balai. Un petit peu comme si, un client, il arrivait dans une salle de spectacle, sauf qu'au lieu d'observer un opéra, il est lui-même acteur de cet opéra puisqu'il va vivre avec les performeurs et les performeurs, c'est le réceptionniste, c'est le chef de rang, toutes les personnes qui vont s'occuper de lui et c'est parce que, l'un des performeurs, en l'occurrence le réceptionniste dans mon exemple, est capable de capter qui il a en face de lui, qui peut adapter la performance pour donner la meilleure version et ça, je trouve que c'est enfin la manière dont toi tu le racontes, moi je résonne complètement avec ça, en tout cas. Alors tu as tout à fait raison. C'est aussi, je dirais, c'est une des multiples, enfin je dirais c'est une des raisons aussi, sur lequel je pousse, on va dire les jeunes ou les moins jeunes, à apprendre d'autres langues, à voyager, à se confronter à d'autres cultures, avoir des expériences qui sont tout à fait différentes et ne pas être monoculture puisqu'on dit que l'analphabet du futur sera trilingue. Donc on parle du principe qu'il faut déjà parler 3 langues. Euh, et donc effectivement, c'est tout à fait ça. Dans un monde global, Mmh, chacun vient avec son fameux sac à dos qui est un peu invisible, hein, certainement, et chaque client a aussi quelque chose, je dis toujours, qui est oui, imprimé sur son front, qu'on n'arrive pas à le voir dans une encre indélébile. Et ce qui est inscrit sur le front de ce client, c'est mmh, prends soin de moi. En anglais, c'est take care of me. Et donc, c'est oui, cette, c'est vrai. c'est cette partie, voilà, en quelques secondes d'appréhension, de comprendre d'où vient la personne, etc., qui fait que finalement, on arrive à créer le lien parce que c'est vraiment la création du lien entre 2 personnes, hein, entre 2 individus. Et puis une fois que ce lien est créé en 2-3 secondes, finalement après on a un déroulé qui va se faire, voilà, selon un certain processus et cetera, on va dire, normalisé et autres, et on va rajouter différents types de couches. Mais dès le départ, si ce lien n'est pas fait, et si ce lien n'est pas honnête, parce qu'il faut que ce soit un lien qui soit honnête, automatiquement, c'est vrai que Oui, la honnête et relation avec le sincère, je suis client d'accord. risque d'être un tout petit peu plus difficile ou plus compliquée. Honnête et sincère dès le départ, voilà. Et ça demande de Mmh, l'expérience. Ça demande aussi, pas simplement que de l'expérience, ça demande aussi, je dirais, de l'humilité et ça demande aussi de gérer une acceptation que l'autre est différent de soi. Et ça, oui, c'est aussi, je dirais, humainement. Je dis voilà, voilà, cette personne vient dans mon mmh, hôtel, je ne sais pas comment était son voyage, mais enfin, sa culture, son éducation, etc. Il vient dans mon monde à moi. C'est à moi de m'adapter à lui. C'est pas à lui de m'adapter à, c'est pas lui qui doit s'adapter à moi. C'est moi qui dois m'adapter à lui. Et donc ça, c'est tout à fait oui. différent. C'est Et quelque donc chose que je répète toujours aux équipes, oui. voilà. Et ça, c'est voilà, ça c'est un point. Voilà, ça c'est un point. Et j'utilise aussi le terme, si tu veux, j'utilise aussi un peu le terme on va dire, en termes de service, que les personnes, lorsqu'on est dans le service, voilà, qu'on est un tout petit peu ce que l'on appelle en japonais, parce qu'en japonais, être au service d'autrui, ça a un nom. Et être au service d'autrui, cela s'appelle samouraï. Ah! Donc un samouraï, étymologiquement, dès le départ, c'est quelqu'un qui est au service de. Écoute, Stéphane, je te pique, le terme. À partir de maintenant, je signerai, Maxime Samoura ou Mof Samouraï, je sais pas, je vais trouver une option. En tout cas, je te Non, non, remercie, non, non, pour mais tous c'est tous ces voilà, partages. non, mais c'est, tu vois, je trouve, voilà, bon, voilà, on se connaît pas, enfin bref, enfin, on fait connaissance, mais c'est vrai que ton métier en termes de service, tu es un vrai samouraï. Ouais. Tu as les codes du samouraï, tu as les rituels du samouraï. Au lieu du cheval, tu as ton vélo, Oui, non? c'est Je vrai. pense, Moi qui fais beaucoup de vélo, c'est vrai, voilà, tu as raison. voilà, voilà, tu vois, au lieu de ton cheval de guerrier, tu as ton vélo. Voilà, tu as ton armure qui est ton, voilà, qui est ton uniforme. Tu Mmh. es un samouraï de service. C'est formidable, ça. Voilà, Je je maintenant, je garde, ce sera le la meilleure partie voilà, donc tu de vois, cet formidable, épisode. ça. Voilà, Écoute, en tout hein. cas, merci pour, tous ces partages, toute cette, vision, Stéphane. Je voudrais, Ouais. te proposer, une mini, pause dans l'épisode, que j'appelle «mots-clés contre bénéfices». En fait, ce que j'aimerais, c'est que tu donnes un mot-clé de ton choix
et que nos auditeurs, s'ils utilisent ce mot-clé, par exemple en laissant un avis sur Apple Podcast, ça peut aussi être sur YouTube ou toute plateforme qui permet de laisser un commentaire, ils bénéficieront d'un avantage de ton choix avec toi. Ah d'accord, OK, très bien. Bon, alors je dis un peu ce que je fais, enfin voilà, Tu donnes un mot-clé qui sera à utiliser par les auditeurs et en échange de ce mot-clé, toi, tu offriras un, bénéfice de ton choix et là, je te la parole est à toi. alors le mot-clé, c'est ce que l'on vient juste de dire, c'est samouraï. Mmh. Et et le bénéfice, comme on en a discuté brièvement, j'accompagne des jeunes, voire de moins jeunes entrepreneurs ou start-up qui souhaitent développer leurs idées et puis leurs solutions. Mais concrètement, l'accompagnement se fait également avec une enveloppe financière. Donc, il n'y a pas simplement de donner des idées ou de trouver finalement je dirais des opportunités de développement, mais également une enveloppe financière intéressante Waouh, qui va entre 5 et 10 000 euros. waouh et vous deviendrez un samouraï financé. Et vous devenez un samouraï financé. Tout à fait. Excellent. Stéphane, merci encore pour, tout ça. Il est l'heure d'ouvrir sur, ton passé. Tu as eu une longue carrière. Si tu pouvais revenir en arrière à un moment de ta carrière, de ta vie, que ferais-tu différemment? Alors, moi, je ferai rien de différent. Je ferai exactement ce que j'ai fait parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Alors curieux, je dirais curieux au niveau de l'être humain, curieux de savoir un peu ce qui se passe derrière, on va dire derrière les entreprises, curieux de la vie, curieux des gens, curieux des cultures, curieux des religions. Voilà, donc je ferai rien de différent. Je ferai exactement les mêmes études, certainement, même si j'ai commencé avec le droit. Oui. Voilà, et puis que j'ai bifurqué sur l'hôtellerie. Euh, voilà, peut-être voyager, s'il y a une frustration, si frustration elle existe, c'est peut-être de nouveau de voyager un peu plus, certainement. Et puis de prendre, si le temps m'était compté ou n'était pas compté, ce serait de prendre plus de temps pour moi-même sous forme de sabbatique. Voilà. Mais comme la vie est faite, il faut avancer et puis la vie est courte et voilà. Donc, comme une horloge suisse, le temps avance et on peut pas l'arrêter, malheureusement. Tout à fait. Mais voilà. Mais je pense aussi peut-être comme mot par rapport à ta question, la vie est faite de rencontres. La vie n'est pas linéaire, ça c'est certain. Il va y avoir des tas de métiers qui vont exister, mais des métiers qu'on ne sait pas qui existent aujourd'hui. Donc il ne faut pas que les gens aient peur de dire voilà ce que je ne sais pas, ce que demain sera fait, ce qui est tout à fait normal, puisqu'aujourd'hui on a environ trois, quatre nouveaux métiers qui apparaissent tous les jours. Mmh. Alors effectivement, c'est peut-être lié avec le monde digital et la technologie d'aujourd'hui et de demain, mais il ne faut pas avoir peur et je pense qu'il faut aussi avoir le courage de sortir de sa zone de confort. Je suis Ça, c'est d'accord. aussi quelque chose qui est intéressant à faire. Cette zone de confort dans un monde aujourd'hui qui est turbulent, qui est indécis, qui est problématique, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à se recroqueviller sur soi-même. Au contraire, il faut avoir, je dirais, le courage de sortir et puis d'explorer. Voilà, il faut être un explorateur humain Mmh. et d'avoir cette notion d'explorer. Comme toi, D'accord. tu vois, quand tu prends ton vélo, tu pars dans les vignes, tu pars explorer Voilà. et tu as des tas d'idées parce que c'est vrai que le sport est aussi quelque chose qui est intéressant. Tout est lié dans ce que tu dis. Voilà, tout est lié, tu fais du sport, tu roules, tu as ton focus sur une discussion, ton focus avec ma discussion ensemble, ton focus sur ce que tu vas faire demain ou après-demain, ton focus sur voilà comment tu vas pouvoir développer ton activité. Et donc le sport t'aide également à te concentrer et à te focaliser. C'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Voilà, donc j'ai dévié un tout petit peu de ta question originelle, mais ce qui est Je intéressant, prends. voilà, mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'apprendre ce qu'on appelle se focaliser, focus. Et dans les écoles, on n'apprend pas. On fait des mathématiques. Peut-être c'est peut-être ça, de faire un cours de maths, ça nous permet peut-être de se focaliser, je ne sais pas. Mais c'est vrai que se focaliser, c'est quelque chose qui est intéressant à apprendre. Les sportifs le font, on se focalise sur le résultat,
on se focalise sur les moyens, on se focalise sur les ressources et on essaie d'atteindre le but En visualisant. en visualisant. Voilà. L'objectif étant de marquer le goal, l'objectif n'étant pas de faire le penalty, mais c'est de marquer. Je sais que toi-même tu écris, mais est-ce que tu as également un livre que tu recommandes? Alors, très bonne question, parce que je me dis, tiens, il va peut-être me poser la question sur, au niveau de la lecture. Ouais. Euh, Avant de te donner, je dirais peut-être une idée de lecture ou quoi que ce soit, euh, je trouve intéressant, d'abord il y a un phénomène aujourd'hui d'actualité Mmh. qui est que l'on risque d'avoir une différenciation de compétences, donc c'est-à-dire de niveau, dû au fait que l'on a une approche différente des nouvelles technologies, voire de l'IA. Oui. C'est-à-dire que, comme toi, tu es dans une génération où finalement la compétence et la connaissance de la technicité fait que tu construis une différenciation par rapport à une génération qui a peut-être d'autres types de qualités et d'autres types de compétences, mais il y a un creuset qui est en train de se faire, Un fossé, oui. Mmh. un fossé. Et donc, ma recommandation, ou une de mes recommandations, est d'essayer de lire ou de s'informer sur ces nouvelles technologies, d'essayer de les appréhender, au moins de les comprendre, pour ne pas se laisser, je dirais, dépasser. Parce que les Mmh. choses vont très très vite aujourd'hui, Très, très vite, beaucoup plus qu'avant d'ailleurs. beaucoup plus qu'avant. Donc on peut lire, je dirais, tous les bouquins de management, de leadership, de ceci, cela, etc. Mais si on ne maîtrise pas et si on n'a pas une connaissance, je dirais, accrue finalement de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'IA, on a discuté tout à l'heure des NFT, etc., Oui. de l'implication de ce que c'est que sur le monde digital, sur la prestation, sur l'exécution d'un service haut de gamme, il y a effectivement ce fossé qui va se faire. Donc aujourd'hui, je pense que la lecture, il faut essayer de lire, ou il faut essayer de s'informer au maximum de ce que l'on ne sait pas et pas de ce que l'on sait. Oui. C'est-à-dire se focaliser sur une lecture de quelque chose sur lequel je crois savoir, je souhaiterais approfondir ma connaissance, c'est bien, certes, mais d'essayer d'apprendre ou de lire quelque chose que je ne sais pas, c'est mieux. Mmh. Donc, c'est différent comme approche. Euh, Ensuite, il y a, je dirais, il y a différents auteurs. Bon, j'en ai pas un, je dirais spécifiquement qui me vient. Enfin, j'en ai plusieurs. Mais il y a, par exemple, pour ceux qui sont dans le service, dans l'hôtellerie, il y a différents types de bouquins qui existent aujourd'hui ou des sujets qui sont plutôt liés à l'expérience qu'on appelle l'expérience immersive, Oui. qui est avant tout une expérience, c'est-à-dire un vécu fictif ou réel, comme tu sais, où ce que l'on me raconte, tout ce que je vis devient le socle finalement de mes connaissances. Et cette expérience devient finalement immersive lorsqu'elle devient, ou plutôt lorsqu'elle est perçue comme englobante et multicanal. C'est-à-dire que l'aspect, on parlait tout à l'heure au niveau du digital, le contact client en direct, et donc c'est aussi intéressant de pouvoir lire quelque chose au niveau de ce sujet-là. Donc les neurosciences, la sociologie, voire je dirais la science humaine, sont des domaines qui sont extrêmement liés au domaine du service. Oui. Ça, c'est certain. La culture japonaise, les rituels, etc., sont des choses qui sont extrêmement liées, je dirais, à notre service. Et je te donne un autre exemple, sans pointer effectivement sur, je dirais, un auteur bien précis. Un jour, quelqu'un me posait une question, me dit, mais qu'est-ce que je dois lire pour être sûr que je suis dans un hôtel? Voilà, que c'est un bon hôtel, un mauvais hôtel, etc. Comment est-ce que je choisis ça? Non? D'accord. Alors, c'était une question qui m'a, voilà, j'ai essayé de réfléchir assez rapidement, et puis ma réponse est venue, je dirais, de façon très spontanée. Et je lui ai dit, écoutez,
dans le cadre, je dirais d'une alors j'ai pris l'exemple d'une église. Ça peut être un temple, ça peut être une mosquée ou que sais-je, d'accord? On est, voilà, très, très libéral par rapport à ça. Mais si je prenais par exemple le cas d'une église ou que sais-je, d'un lieu saint, où que vous soyez, quel que soit le bâtiment, si c'est un bâtiment en briques ou un bâtiment en terre ou un bâtiment en paille ou une cave, vous savez que vous êtes dans un lieu saint simplement à travers le rituel sur lequel vous participez. Mmh. D'accord? Donc, ce n'est pas le bâti, ce n'est pas le côté physique de l'enveloppe qui est importante, mais c'est la partie rituelle, c'est-à-dire le rite et le rituel qui fait et qui vous dit que, ah, ça c'est un moment particulier. Et je dis, si vous êtes dans un établissement et que finalement vous percevez qu'il y a un rituel, parce qu'il y a le rituel de l'hôtellerie et de l'accueil, et que vous percevez ce rituel de façon aimable, de façon bienveillante, etc., vous savez que vous êtes dans une bonne maison. Et donc D'accord. c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de cet esthétisme, de cette approche, parce que vous le savez, donc ce n'est pas lié à la partie physique. Il m'a dit, vous avez tout à fait raison. Je dis, c'est pas ça. Je dis, c'est que c'est très lié, je dirais de nouveau à l'humain et au rituel. Et ce Mmh. rituel, de nouveau, est lié, je dirais, aux neurosciences, est lié à la culture, est lié à l'individu, est lié à l'éducation. Donc, tout ce qui peut enrichir, je dirais, l'individu et au niveau de ses connaissances est bon à prendre. Même les bandes dessinées, finalement. Complètement. Donc, voilà. Très bien. Donc, Écoute, il n'y a pas, voilà. Donc, on voilà, n'aura pas de c'est ça. livre recommandé, mais on aura plein d'autres informations à aller, Voilà. consommer à la place. Voilà. Est-ce que peut-être dans la lignée de tout ce que tu nous dis, tu as une citation favorite? Alors, bon, j'aime bien la citation de cet auteur anglais qui disait finalement, c'était un peu sur le luxe. Il dit, la citation est la suivante, j'aime les choses simples parce qu'elles sont excellentes. Voilà, mais je pense que c'est Oscar Wilde qui Ouais, disait, je crois. voilà, qui disait un peu ce type de phrase. Et puis, il y a aussi une autre citation que je sais pas une citation, oui, c'est une citation que je trouve intéressante. C'est une citation qui m'a, je dirais, professionnellement aidé, qui était un de mes premiers patrons, qui était le créateur et le fondateur de la chaîne hôtelière Four Seasons, que j'ai eu la Ah oui, tout de voilà, j'ai même. eu, voilà, bon, c'était tout au début de l'histoire, hein, Tu peux partager, son nom pour les auditeurs qui sont pas forcément, oui, oui, donc le fondateur créateur s'appelle Isidore Sharp. ouais. Un des plus Euh, grands hôteliers, en tout cas dont la réputation, gigantesque, le oui, précède. oui, On en bon, a parlé avec un épisode dans un épisode avec, Nicolas Dupont, ah qui a voilà, enregistré aux voilà. Four Seasons notamment. Voilà, Ouais, donc grand un monsieur. grand, voilà, un grand monsieur qui a eu l'intelligence de s'entourer de gens plus forts que lui. Donc, il a toute une histoire et tout un vécu qui est assez intéressant en termes de management, hein. Donc, c'était pas du tout top-down, c'était, voilà, je ne sais pas, donc il faut que je m'entoure de compétences. Et donc, c'est plutôt, je dirais, l'équipe, c'est le collectif qui gagne. Donc, il Oui. y a toujours eu cette approche collective. Et une des premières choses, ou une des premières questions que je lui avais posées, alors je le traduis en français, je lui avais posé en anglais bien sûr, mais là je le traduis. Je lui ai dit, Monsieur Sharp, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon hôtelier et un excellent hôtelier? Et il m'a répondu, il m'a dit Stéphane, alors en anglais, il m'a dit one have to care. Donc c'est-à-dire il faut faire attention au niveau des employés et au niveau des clients. Donc il y a toujours cet équilibre subtil entre les équipes et le client. Donc il n'y a pas juste ce focus sur le client, mais aussi ce focus sur les équipes. Et donc c'est cet équilibre subtil qu'il faut essayer de maintenir, de nourrir, voire le donner un tout petit peu, pour donner un peu une métaphore de jardinier, un tuteur à chacun des deux pour qu'ils puissent grandir ensemble et pouvoir finalement voilà, partager et avoir une expérience immersive comme tu essaies de l'exprimer. Mais ça, c'est un Mmh. autre sujet. Je peux en parler pendant des heures. Passionnant et je Comment prends la construire? métaphore, Voilà, du jardinage, voilà, à voilà, pleine main. voilà. Et Heu, donc, voilà, et ces deux tuteurs doivent, voilà, il n'y a pas que un, il en faut deux. Voilà,
c'est comme le cerveau, c'est l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et pour pouvoir fonctionner, on a besoin des deux mains, on a besoin des deux Mmh. hémisphères. Ce n'est pas possible de fonctionner avec une part du cerveau. Il nous faut les Tout deux à parties. fait. D'accord? Voilà. Hem, Stéphane, après Ouais, toi, pour continuer sur tous ces ouais, ouais. sujets passionnants, d'excellence de service et autres, qui aimerais-tu voir invité sur Hospitality Insiders? Alors, il y a différents hôteliers, je pense, qui sont intéressants. Il y en a un que j'aimerais voir, c'est Paul Dubrul, Oui, qui m'a été déjà qui, cité, que j'aimerais beaucoup voilà, avoir. Il est un petit peu âgé en effet, mais un une tout petit personne peu passionnante. âgé, voilà. Il vient juste d'avoir il a eu son anniversaire le 3 octobre. D'accord. Il est dans le sud de la France, dans son vignoble qui s'appelle le Château La Cavale. Oui, Euh, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui, je pense, quelque chose à dire pour les générations futures. Et je pense que c'est intéressant de l'écouter mmh, parce qu'il est à un moment de sa vie où maintenant, voilà, ce qu'il dit, c'est pour les générations. Donc il a oui, rien à gagner, on va dire. bien Donc sûr. il a à tout donné, voilà. Ça c'est voilà, Paul de Brûle, sur lequel j'ai un contact direct. Donc Mmh, s'il est cas échéant, d'ailleurs je pense que Brice également le oui, mais connaît. écoute, je prends le Voilà, contact avec, plaisir. Je serais voilà, ravi, s'il voilà, avait le temps et l'envie d'échanger avec moi, je serais voilà, ravi de voilà. parler. Un homme que j'admire depuis que j'ai commencé dans ce métier d'ailleurs. Ah voilà, d'accord, voilà, oui, oui, bon, ouais. Et puis il y a aussi, puisque tu le connais aussi, c'est l'ancien, enfin le patron de Peninsula. Moi je Oui, vois, voilà, euh, Peter qui, Borer? Peter Borer. On va essayer de trouver des gens un peu intéressants qui ont une Ah, expérience superbe. internationale, voire également avec son beau-frère Emmanuel Berger, Mmh, qui est aussi une belle expérience. Donc ouais, je pense que pour Hospital Insider, c'est intéressant d'avoir, je dirais, des échanges avec des gens qui ont des expériences dans l'Hexagone ou franco-français ou que sais-je, mais je pense aussi pour toi, pour je dirais, tes clients, disons ta communauté, d'avoir quelqu'un qui, ou disons des personnes qui ont aussi une optique globale du monde de l'hôtellerie et de voir un peu où les choses se différencient et comment, d'un point de vue français, on peut se différencier, puisque tu travailles essentiellement en France, comment est-ce que la mmh, France peut se différencier, quels sont les points forts sur lesquels on peut se développer, quels sont les maillons faibles aussi, sur lesquels toi, tu peux également rajouter, je dirais, tes compétences, tes connaissances et je dirais ton input là-dessus, parce que le monde bouge beaucoup. Avoir aussi une optique stratégique. Moi, j'ai quelque chose aussi qui est assez intéressant pour toi. Peut-être tu peux le noter, c'est Saskia, c'est son prénom Gentil. oui, Donc c'est une dame, hein, Saskia Gentil, qui est la directrice vente Europe, Afrique et Moyen-Orient pour le groupe Accor, d'accord. et qui peut aussi te donner une idée sur sur le développement, je dirais, des marques aujourd'hui à venir et comment est-ce que le monde économique et surtout le monde de l'investissement peut influencer le développement hôtelier. Parce que, Très bien. Écoute, hein, j'ai hein, une belle liste d'invités alors pour la tu vois, saison voilà. 2024. Tu vois, voilà, ça c'est pour Saskia Gentil. Donc ça, je pense qu'il est intéressant. Et une question, une des questions que tu devrais aussi poser, je pense à enfin disons aux auditeurs, c'est que dans le monde de l'hôtellerie, il faut pas oublier que à un moment donné, les grandes chaînes hôtelières étaient propriétaires de leurs assets, qu'à un moment donné, ils sont devenus plutôt dans les contrats de management. Oui, Et la question que tu pourrais te poser dans ton métier, c'est de dire, voilà, dans ces moments de signature, au niveau de ces partenaires, quelle est la différence lorsque je travaille pour un groupe hôtelier en termes de management ou un groupe hôtelier dit propriétaire? oui, Parce que tu as aussi une relation contractuelle qui est complètement. différente. Et les équipes qui travaillent dans ces hôtels-là ont des contrats de travail qui sont tout à fait Et différents. oui, et moi je l'ai Donc, même vécu en étant, employé à voilà. l'époque dans Tu vois, différents établissements. tu C'est vois, un voilà. Donc sujet, tu dis, voilà, voilà. Donc passionnant. tu travailles pour un hôtel, mais finalement, qui est ton patron? Mmh, Voilà. très bon point, tout à fait. Stéphane, quelqu'un qui souhaiterait, peut-être, devenir un samouraï, auprès de toi, quel est le meilleur moyen pour te contacter? Alors, je pense que le meilleur moyen, c'est par Internet, hein, donc soit LinkedIn, ça c'est Ouais, sûr. Donc, LinkedIn, très bien. LinkedIn, un.
internet ou disons boîte email 2, voilà, c'est ce qui est Parfait. plus Écoute, je facile. mettrai toutes Voilà. ces références dans Oui, l'épisode, oui. donc sois rassuré, tu seras contacté, Oui, oui, non, non, il n'y a par pas de des souci. par des jeunes apprentis samouraïs, on Voilà, voilà, l'espère. voilà, des apprentis samouraïs, voilà. Et Stéphane, tu as, partagé beaucoup de riches apprentissages pendant cet épisode. C'était, assez dense et j'aimerais beaucoup te laisser le mot de la fin. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Alors, moi, j'ai toujours un message extrêmement positif. Donc je pense que la positivité est un élément important de façon personnelle et de façon professionnelle. Quoi qu'il en soit, quoi que les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui, être positif est une attitude qui se nourrit et qui se travaille. Donc c'est pas quelque chose qui se fait, qui se donne, mais je dirais être positif. Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.